Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une maladie chez le chat qui est aussi frustrante qu'elle est complexe, la cystite idiopathique féline. C'est vraiment un sujet fascinant parce qu'il nous montre très clairement comment l'état psychologique d'un chat peut se transformer en une véritable douleur physique. On connaît tous ce scénario, n'est-ce pas? On rentre à la maison et là on découvre une petite flaque au mauvais endroit. Et la première chose qui nous vient en tête, c'est souvent « il se venge ». Mais et si ce comportement n'avait absolument rien à voir avec de la vengeance? Et si en fait c'était un cri de douleur? C'est exactement ça qu'on va explorer. Alors, regardons un peu les chiffres, parce que c'est là que ça devient intéressant. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les vraies infections urinaires, eh bien c'est plutôt rare chez les jeunes chats. Ce graphique le montre bien. La grande majorité des cas de cystite, on parle d'environ 2/3, sont en fait classés comme idiopathiques. Et ce mot, ça veut tout simplement dire que la cause est inconnue. Mais surtout, qu'elle n'est pas infectieuse. C'est notre point de départ. Pour y voir plus clair, les vétérinaires ont commencé à parler du syndrome de Pandore. Et cette vision, elle change absolument tout. On arrête de regarder juste la vessie comme si c'était un problème isolé. Non, on commence à voir ça comme une maladie qui touche le chat dans son ensemble, dans tout son organisme. Alors ça veut dire quoi concrètement idiopathique? Eh bien, en médecine, c'est un peu une façon de dire on ne sait pas exactement d'où ça vient. On ne peut poser le diagnostic de cystite idiopathique qu'après avoir fait tout un tas de tests pour éliminer toutes les autres possibilités. Une infection, des calculs, une tumeur. C'est un vrai travail de détective pour le vétérinaire, un diagnostic par élimination. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée du syndrome de Pandore. Une cystite comme ça n'arrive pas par hasard en fait. C'est une sorte de tempête parfaite. Il faut une prédisposition génétique, une réponse au stress qui est un peu anormale, et un environnement qui va venir appuyer sur le bouton et tout déclencher. Bon, mais alors, comment ça marche exactement? Comment est-ce que le stress, qui est purement psychologique, peut finir par créer une inflammation et une douleur bien réelle, bien physique, dans la vessie? La réponse, elle se trouve dans un lien direct, une sorte d'autoroute entre le cerveau et la vessie. Les chats qui souffrent de ça ont un système de gestion du stress qui est complètement déréglé. On pourrait dire qu'ils sont en permanence en mode combat ou fuite. Leur corps produit des quantités énormes d'hormones de stress et ces hormones vont aller déclencher ce qu'on appelle une inflammation neurogène, directement dans la paroi de la vessie. C'est une inflammation qui vient des nerfs eux-mêmes, sans le moindre microbe. Pour bien visualiser le truc, imaginez que la paroi de la vessie est protégée par une sorte de bouclier de mucus. Chez un chat en bonne santé, ce bouclier est bien épais, bien étanche. Mais chez le chat malade, ce bouclier est défectueux, il est comme perforé. Du coup, l'urine, qui normalement ne pose aucun problème, va pouvoir s'infiltrer, irriter la paroi et allumer directement les récepteurs de la douleur. Donc si on résume, la chaîne des événements est super claire. Tout part d'un stress dans l'environnement du chat, ça peut être un truc tout bête, un déménagement, un nouvel animal. Ce stress déclenche une cascade d'hormones qui mène à une inflammation nerveuse dans la vessie, et le résultat final, c'est que le chat, lui, il a mal, vraiment mal. Bon, maintenant, passons au concret. Comment est-ce qu'on reconnaît les signes? Et surtout, comment on fait la différence entre un simple inconfort et une urgence absolue, qui peut être fatale? C'est crucial. Alors voilà les 4 signes qui doivent vraiment allumer une petite lumière rouge. D'abord, la périurie. Le chat fait pipi en dehors de son bac. Ensuite, la polacurie. Il va très souvent à la litière, mais pour faire seulement quelques gouttes. Puis la strangurie. On le voit forcer, parfois même miauler de douleur en urinant. Et enfin, l'hématurie. On voit du sang dans l'urine. Tous ces signes, ça crie inflammation et douleur. Là, attention, je vais devoir insister très lourdement sur ce point. Ce dont on va parler maintenant, c'est une question de vie ou de mort, et ça ne concerne que les chats mâles. C'est à cause de leur anatomie, tout simplement. L'inflammation peut devenir si forte qu'elle va créer un véritable bouchon de mucus, de cellules, de cristaux, qui va venir bloquer complètement l'urètre, le petit canal par où sort l'urine. Et là, c'est la catastrophe. L'urine ne peut plus sortir du tout. La vessie se remplit, elle devient dure comme une pierre et extrêmement douloureuse. C'est ce que les vétos appellent un globe vésical. Et voilà le chiffre qu'il faut absolument graver dans sa mémoire. 24 à 48 heures. Un chat qui est complètement bouché peut mourir en 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce que les toxines et surtout le potassium s'accumulent dans son sang et finissent par provoquer un arrêt cardiaque. C'est une urgence absolue. Il n'y a pas à hésiter, c'est vétérinaire et tout de suite. Ok, on a vu le scénario catastrophe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et la plus importante, c'est de comprendre que la gestion sur le long terme, ce n'est pas juste de traiter les crises quand elles arrivent. Non, le vrai but du jeu, c'est de les empêcher de se produire. Tout est dans la prévention. Et ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que le succès ne viendra pas d'une pilule miracle. Il viendra de notre capacité à repenser complètement l'environnement du chat, à le modifier pour en faire un endroit qui prévient le stress au lieu de le générer. Heureusement, cette approche a un nom, une méthode. Ça s'appelle le MEMO, pour modification environnementale multimodale. C'est une stratégie vraiment complète qui s'appuie sur la science et dont l'objectif est simple: donner au chat plus de contrôle, plus de sécurité et plus de stimulation dans son quotidien. Et les grands piliers de cette méthode MEMO, ils sont assez simples et logiques en fait. Il y a la gestion des litières pour être sûr qu'il n'y ait pas de compétition, augmenter la quantité d'eau qu'il boit pour que son urine soit moins concentrée et donc moins irritante, enrichir son environnement avec des jeux, des gamelles ludiques, et enfin lui offrir des espaces sûrs, des cachettes, des endroits en hauteur où il peut se sentir en sécurité et en contrôle de la situation. S'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette fameuse règle d'or pour les ressources et particulièrement pour les bacs à litière, c'est la règle du N+1. C'est simple, N, c'est le nombre de chats. Donc si on a un chat, il faut 2 litières, si on a 2 chats, il en faut 3, et ainsi de suite. Ça paraît tout bête, mais ça peut absolument tout changer. Et on en revient à l'idée de départ, finalement. Gérer cette maladie, ce n'est pas juste soigner une vessie, c'est s'engager avec patience à améliorer la qualité de vie globale du chat. C'est une approche holistique qui prend soin à la fois de son corps et de son esprit. Et ça nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus importante. Il faut essayer de se mettre à la place de son chat, de voir le monde à travers ses yeux. Est-ce que son foyer est un sanctuaire, un endroit sûr qui le protège du stress? Ou est-ce que c'est un champ de mine rempli de petits stresseurs invisibles pour nous? La réponse à cette question, c'est ça la clé de son bien-être.